Mais bonjour à tous, merci. Je termine cette journée. Ça va être difficile de parler après d'aussi bons orateurs. Je ne suis jamais qu'un petit Belge, donc excusez mon accent, etc. Oui, mais C'est pas toujours évident. on a quand même mis en valeur les abeilles belges, là. Hein. Oui, c'est super sympa. En tout cas, je vous remercie pour l'invitation et c'est vraiment un plaisir de m'exprimer dans une aussi belle salle de Sénat. Je crois que c'est la première fois que je m'exprime dans une salle aussi prestigieuse, va-t-on dire. Donc, je vais vous parler de sujets dont tout le monde a déjà parlé aujourd'hui. Donc, il y aura certaines répétitions. Moi, j'irai beaucoup plus vite. Ça me permettra de quitter la salle un peu plus tôt que prévu. Mais c'est pas grave. Je crois que c'est comme ça. C'est super. Donc, il est clair, on a parlé de réchauffement climatique. Je ne vais pas vous refaire la chanson, mais je crois qu'il y a une chose sur laquelle j'aime attirer en tout cas votre attention. C'est le fait qu'on est dans un processus qui est un processus continu, qui évolue. Et c'est vrai, quand on voit ces images, elles sont extrêmement symboliques. C'est la NASA qui présente ça. Donc vous avez sur le net une source d'informations incroyable. Il suffit d'y aller. C'est vraiment pas compliqué. Alors le GIEC, on en a beaucoup parlé. Moi, j'ai repris quand même ces éléments qui me semblent vraiment essentiels. Donc quand on voit les résultats entre 1850 et 1900, on voit une augmentation des fréquences, de l'intensité, de la durée des événements extrêmes. Parce que parler d'augmentation de température, on l'a dit aussi, pour les abeilles, c'est un bonheur, puisque c'est une abeille qui est quand même plus ou moins tropicale. Donc le fait d'augmenter la température, pour elle, c'est vraiment pas un problème. Mais c'est pas là le problème. Le problème pour nos abeilles, ce sont les phénomènes extrêmes. Et là, ça, c'est beaucoup moins évident. Et ce qu'on va voir, c'est qu'au niveau des phénomènes extrêmes, qu'est-ce qu'on va voir? C'est fréquence, intensité des épisodes de chaleur. Ça, c'est super important. Avec des températures extrêmes qu'on n'a jamais vécues auparavant. Et là, ça pose des problèmes pour les pollinisateurs, notre abeille aussi. On va en parler. Le problème des précipitations extrêmes, qui entraînent naturellement tous les phénomènes que vous voyez à la télé un peu trop fréquemment, j'ai envie de dire. Et le problème des sécheresses, qui là ont un impact énorme au niveau de la flore. Donc ce sont ces phénomènes-là, ce n'est pas tellement l'augmentation des températures en elle-même qui pose problème, c'est le problème des extrêmes. Alors bon, qu'est-ce que ça veut dire? On le voit bien, les extrêmes vont s'intensifier. Ça a un impact sur la biologie des abeilles. Bon, je crois que Yves en a parlé un petit peu ce matin, mais il y a d'autres impacts qui sont aussi présents. À la limite, je pense l'impact sur la fécondité, la fertilité des mâles. Si vous mettez un mâle à haute température, c'est fini, c'est terminé, il ne peut plus rien faire, etc., etc. Sur la flore, là, on en a beaucoup parlé, c'était super exposé. Quels sont les impacts, par contre, sur notre apiculture? Moi, je suis ici pour vous parler de ça, principalement. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on doit utiliser demain comme matériel, parce qu'on parle des arbres, etc., qu'il faut transplanter. Mais chez nous, qu'est-ce qu'on doit faire à notre niveau, au niveau du matériel, au niveau des emplacements, où est-ce qu'on peut continuer à placer ces ruches? Sur notre conduite apicole et sur le type d'abeilles, là, Yves en a déjà pas mal parlé ce matin. On va remettre une couche, si on peut parler comme ça. Les agents pathogènes, j'irai assez rapidement, puisque Yves en a parlé. Sur notre production et la commercialisation. Et naturellement sur la pollinisation. Là, ce sera un petit clin d'œil par rapport à ce qui était dit lors de la dernière conférence. Ce sera un petit peu plus concret. Et ce sont juste des hypothèses comme ça personnelles. D'abord, c'est au niveau du matériel, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, vous voyez un spot, je ne sais pas si vous avez déjà été sur ce site, c'est assez incroyable, c'est Eyes on the Earth. Donc, c'est un site de la NASA où vous voyez la Terre jour par jour. Vous savez voir la visualisation des températures, de l'humidité relative, de teneur en CO2, etc. Tous les jours, vous pouvez aller voir et vous voyez ça. Vous savez où on en est exactement au moment voulu. Donc, ça, c'est une photo une photo d'écran que j'ai prise en août 2022. Vous voyez, c'est la période de chaleur et vous voyez la température là dans l'ouest, non, c'est l'ouest de la France et c'était la période des incendies de forêt à ce moment-là. Donc je crois que c'est très clair, c'est assez illustratif. Mais vous voyez, on peut encore monter beaucoup plus haut parce que quand on voit au niveau africain, là, les températures étaient encore beaucoup plus élevées et c'était pratiquement inviable. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que l'optimum de température pour nos abeilles, donc l'optimum de température, qu'est-ce que je peux dire? Je crois que c'est une étude grecque qui a mis ça en évidence, c'est qu'à 25 degrés centigrades, eh bien, c'est là que les abeilles doivent, entre guillemets, chauffer le moins ou refroidir le moins la température. Donc, c'est là que ça leur coûte le moins. Donc, vous mettez un climat à 25 degrés toute l'année, pour vos abeilles, c'est super bingo. Alors, le gros problème, c'est que ça existe, c'est un fait, on a des journées à 25 degrés, mais c'est quand même pas la moyenne classique. Alors, en dessous de ça, tout le monde le connaît, température trop basse, c'est le climat que nous avons ici, il fait des journées froides, qu'est-ce qu'il faut? Il faut chauffer.
Donc il y a la thermorégulation qui est amenée par les abeilles. Elles consomment du miel, elles thermorégulent, et elles se mettent en grappe s'il fait vraiment très froid. Donc ça, c'est quelque chose que tous les apiculteurs connaissent. Par contre, ce que les apiculteurs ne connaissent pas bien, c'est quand il fait trop chaud, qu'est-ce qu'elles font? Bon, elles font la barbe, c'est un fait, mais le problème, c'est que le gros problème des abeilles, c'est qu'il y a ce couvain à maintenir à 36 degrés. 36 degrés, quand il y a 35-36 degrés à l'extérieur, garder le couvain à 36 degrés, il faut refroidir. Ce que je vous ai dit, l'optimum entre la température, normalement c'est 25 degrés, ça fait très bien, c'est 36 degrés pour les abeilles. Donc quand vous êtes à 35 degrés extérieur, ça veut dire qu'il faut diminuer la température du couvain de 10 degrés. Et là, c'est un énorme problème pour les abeilles, parce que ça coûte beaucoup plus cher aux abeilles de diminuer la température que de la réchauffer. Donc en thermodynamique, ils ont fait le calcul, c'est 1,4. Donc ça coûte 40% en plus aux abeilles de refroidir que de chauffer. Autre problème, c'est que pour refroidir, ce n'est pas un problème, parce que la grappe, elle se resserre. Et donc ça, disons, ça limite très fortement les besoins de thermorégulation. Mais par contre, quand il fait trop chaud, on peut sortir une partie des abeilles à l'extérieur de la ruche, mais c'est pas ça. Il faut quand même toujours refroidir. Et ça veut dire que là, il y a un problème d'évaporation, c'est comme de la transpiration, donc les abeilles ont un besoin essentiel d'eau. Ça paraît évident aussi. Donc, vous voyez ce problème d'éléments de gestion de la température au niveau des ruches. Je vais dire, les apiculteurs n'ont jamais vraiment fait attention à ça. Je caricature un petit peu. On sait très bien qu'en hiver, on va faire un petit coussin là, sur le dessus de la ruche. On va lui mettre... J'ai déjà vu des couvertures. J'ai vu 36 000 trucs qui se baladaient sur le dessus des ruches. Et c'est très bien. Il n'y a aucune critique par rapport à ça. Vous allez voir que c'est peut-être pas tout à fait ce qu'il faut faire, mais ça, c'est un autre problème. Mais en été, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas mettre un coussin en plus pour... Donc, on est un peu... Qu'est-ce qu'on fait? Alors, les apiculteurs, la plupart des apiculteurs, ils se disent, elles ont chaud, alors on ouvre tout. Donc, on ouvre complètement le plancher. Est-ce que c'est une bonne solution? Voilà, je vais vous en dire un peu ce que j'en pense. Par contre, au niveau des types de ruches, qu'est-ce qui va compter? Naturellement, c'est le type même des ruches. J'ai vu ici, il y a une semaine, en Autriche, ils sont en train de vendre des ruches complètement folles, des meubles complets avec des isolants, vraiment des cathédrales isolées. Est-ce que c'est vers ça qu'on va? Je ne sais pas. Ça m'étonnerait un peu, mais enfin, pourquoi pas. Mais donc, c'est la dimension, l'épaisseur, les matériaux utilisés, tout ce qui est propriété des matériaux thermiques, hygrométriques, radiatifs, tout ça est important, tout ça va avoir un impact. Et la protection qu'on va leur donner, les couleurs réfléchissantes, le type de sol qu'on va mettre en dessous des ruches, tout ça va avoir un impact. Alors que généralement, on n'y pense absolument pas. Est-ce que vous avez un couvert végétal? Naturellement, est-ce qu'elles sont exposées au soleil ou elles sont protégées du soleil? Tout ça est vraiment, ce sont tous des éléments dont il faudra absolument tenir compte demain. Alors voilà un schéma de ruche. Il n'y a pas d'abeilles dedans, heureusement pour elles. Non. Ce que vous voyez, ce sont les pertes de chaleur, en fin de compte, par le toit 15%, par les parois 70%, par le plancher 15%. C'est logique, c'est en fonction des surfaces. Donc la première chose qui ressort clairement de ça, si on veut isoler une ruche, où est-ce qu'on va isoler en priorité? Ce n'est pas le toit, ce sont les parois latérales. Bon, ça paraît évident quand je vous le montre. Qui est-ce qui a isolé ces parois latérales ici dans la salle? Oui? En hiver, c'est très bien, c'est merveilleux, parce qu'il y en a très peu qui le font. Donc ici, si vous voulez gagner quelque chose, voilà, 2 cm de polystyrène sur les parois, et vous allez gagner 46% de perte thermique au niveau des ruches. Alors ça, c'est très théorique parce qu'il n'y a pas de cadre à l'intérieur, mais les cadres vont naturellement limiter ce phénomène parce qu'eux-mêmes servent déjà quelque part, ils ont un peu un rôle de partition. Donc, on a beaucoup parlé de partition dans les ruches, etc., et c'est super important. Autre élément qui est souvent utilisé par les apiculteurs, c'est juste pour vous dire qu'on a des idées qui ne sont pas toujours très très bonnes. C'est un toit, d'abord c'est le bête toit calva qu'on tape sur la ruche, vous voyez. Puis on a le toit, mais alors on s'est dit on va mettre une grosse épaisseur de bois dans ce toit-là. Et le troisième, c'est avec une espèce de partition avec de l'alu et du polystyrène, donc des trucs très très réfléchissants, un vide d'air et alors le toit. Et on voit que c'est cette solution avec des vides d'air et des trucs réfractaires qui donne le meilleur rendement. Mais ça vous fait gagner de 15 à 7% des pertes thermiques. Donc c'est existant, donc c'est important.
C'est vrai qu'en hiver, comme on se dit, la chaleur monte, donc c'est là qu'il faut, entre guillemets, isoler en priorité, mais en été, ce n'est pas du tout le cas. En été, ce sont surtout les côtés qu'il faut isoler. Et donc ça, c'est vraiment un truc qu'il faut avoir en tête. Autant en hiver, le toit est important, autant en été, ce sont les parois qui sont importantes. Et ça, c'est quelque chose auquel je crois que je n'ai pas entendu beaucoup de gens qui parlaient de ces choses dans ces termes. Mais donc voilà, ce sont juste des choses qui me semblent assez importantes. Avec quoi est-ce que je viens ici ? C'est assez simple. De nouveau, c'est cette bête ruche, entre guillemets, dans laquelle il n'y a rien. Et ça vous montre toute une série de courbes. Je veux dire, la chose la plus importante, ça montre en effet que l'orientation est importante. Entre le sud-est, ou est-ce que c'est sud-est ? Sud-est, c'est ce qu'il y a de plus chaud, entre guillemets, pour les ruches. C'est là où elles vont prendre le plus de température. Qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est que l'épaisseur des parois, par rapport à ça, est pratiquement négligeable. Ça paraît étonnant. Ça va juste temporiser les variations rapides de température. Là, ça va un peu ramollir la courbe. Mais c'est tout ce que ça va faire. Ce qui est important, par contre, regardez la courbe qui est beaucoup plus au-dessus des autres, et vous voyez, inertie thermique, 10 kg de miel. En fin de compte, le fait d'avoir des blocs, que ce soit à la limite de l'eau, du miel ou n'importe quoi, de miel dans la ruche, ça va avoir un impact énorme au niveau de la stabilité thermique de votre ruche. Et ça, c'est quelque chose qui est super important, parce que vous mettez une caisse comme ça. Si vous avez des blocs de chaleur, vous voyez, le chauffage, les radiateurs, on connaît, accumulateurs, les blocs, les parois, les cadres de miel, les cadres de réserve de miel ont un impact énorme au niveau stabilisation des températures. Donc entre le jour et la nuit, ces éléments-là sont essentiels. Donc si vous avez une ruche toute vide, à la limite, si vous voulez aider des abeilles, vous leur mettez des espèces de partitions avec de l'eau dedans, n'importe quoi, qui puissent servir de bloc de chaleur. Quelque chose qui maintienne la chaleur assez longtemps. Ça peut aider les abeilles. Et les petites colonies, etc., ça les aidera beaucoup plus facilement à maintenir les chocs de température. Mais c'est un truc qui me semble assez important à dire. Autre chose, c'est la ventilation. Donc une abeille, naturellement, ça doit respirer, ça doit thermoréguler. Mais les abeilles, elles fonctionnent comme un conditionnement d'air. Ça veut dire quoi ? Eh bien, c'est qu'elles prennent de l'air, elles l'évaporent, etc. Bon, donc ça travaille exactement comme du conditionnement d'air. Donc quand ça veut déshumidifier quelque chose, ça prend de l'air froid à l'extérieur, ça rentre l'air froid à l'extérieur, ça le chauffe, l'air va pouvoir se charger d'humidité et elles vont réinjecter l'air humide à l'extérieur. C'est comme ça qu'elles sèchent le miel. Mais c'est comme ça qu'elles régulent toute l'humidité du couvain aussi. Vous savez que normalement, l'équilibre pour le miel, elles doivent arriver à maintenir une humidité relative de 55%. Au-dessus de ça, le miel va s'humidifier, va fermenter. D'accord ? Donc, il faut que les abeilles puissent jouer sur cet écart de température jour-nuit. Le gros problème avec le changement climatique, c'est qu'on a des nuits de plus en plus chaudes et pendant des périodes très longues. Alors, ce qui se passe à ce moment-là, c'est quand il fait très chaud à l'extérieur et qu'il n'y a pratiquement pas de différence jour-nuit, eh bien, elles ne savent plus utiliser leur conditionnement d'air. Et donc, on va se retrouver avec des miels trop humides. Et en saison, vous savez très bien, quand on ne sait pas dormir parce qu'il fait trop chaud, si vous récoltez à ce moment-là, je peux vous assurer que votre miel il sera sûrement à 19, 19,5. Parce qu'à ce moment-là, les abeilles ne savent plus sécher le miel. Mais ça veut dire aussi quelque chose. Si les abeilles doivent diminuer la température de la ruche, et si la ruche est complètement ouverte, elles ne savent pas le faire. Tout simplement, elles ne savent pas le faire. Comment voulez-vous réguler une pièce ? Vous allez mettre un conditionnement d'air dans une pièce, toute fenêtre ouverte. C'est aberrant. Donc il faut quand même se dire, si on veut aider les abeilles à thermoréguler et à ne pas devoir passer une énergie complètement folle à baisser la température dans la ruche, eh bien, il faut absolument travailler avec des ouvertures qui soient quand même beaucoup plus raisonnables, entre guillemets, qui puissent être vraiment gérées par les abeilles. Avec des planchers complètement ouverts, je ne crois pas que ce soit une bonne solution. Maintenant, s'il y a 25 degrés dehors, là, vous pouvez ouvrir le toit, ouvrir tout, ce n'est plus un problème. Mais avec des températures trop fortes, faites beaucoup plus attention à ça. Ça va ?
Je crois que c'est vraiment important. Donc réfléchissez à ça, c'est vraiment important. Lorsque j'ai dit, naturellement, c'est l'eau. L'eau est essentielle. Alors, de nouveau, on se dit, oui, mais moi, ce n'est pas un problème. J'ai une petite rivière qui passe dans le fond de mon jardin. Il y a toujours de l'eau. Le gros problème, c'est quand on a des périodes de grande sécheresse, la petite rivière dans le fond du jardin, elle n'est plus là. Souvent. Ou la mare, oui, il y a une mare là dans la prairie à côté, pas de problème, elles vont chercher de l'eau là. Mais la mare, elle est sèche aussi. Et donc, ce qu'il faut, et c'est un des gros problèmes, vous savez qu'en Andalousie, il y a des années où ils ont perdu 30% de leur cheptel par manque d'eau. Ça peut très bien arriver ici aussi, puisque maintenant on peut avoir des périodes de sécheresse intenses. Et on ne pense pas toujours, parce qu'on est habitué, il y a des sources d'eau qui sont là de façon permanente, mais à ce moment-là, quand on est en période de grande sécheresse, les sources d'eau, elles ne sont plus là. Et vos abeilles, par contre, elles ont absolument besoin d'eau. Parce que si elles ne savent pas diminuer la température, elles meurent. Bon, vous savez très bien qu'une abeille, il y a des chocs thermiques, on peut les monter à 42, 43 degrés. Mais une fois qu'on monte au-dessus de 42, 43 degrés, c'est fini. Le butinage, une fois que vous montez à 30, enfin, je vais dire au-delà de 30 degrés, ça devient limite. Une fois qu'on est à 32, 33 degrés, il n'y a plus de butinage, c'est fini. Elles ne butinent plus. Le problème, c'est que le butinage, ça leur donne de la chaleur en plus. Et donc, on est vraiment dans des phénomènes où c'est vraiment pas évident d'être abeille aujourd'hui. Donc, ce qui est aussi super important, un élément auquel vous devez faire attention, c'est que quand on est en période entre guillemets sèche, l'eau qui reste, l'eau résiduelle dans les flaques, etc., est beaucoup plus polluée parce qu'il y a une concentration de tous les polluants qui sera là. Et donc on a des phénomènes qui, non seulement elles doivent déjà lutter contre la chaleur, mais en plus elles ont un risque d'intoxication qui est beaucoup plus fort. Donc la solution, il faut vraiment des abreuvoirs en se disant que la quantité consommée par une abeille, je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'est en dizaines de litres pour un rucher. Il ne faut pas mettre un petit bidon de 10 litres, ce n'est pas suffisant. Il faut pratiquement un machin de 200, 300 litres. Là, pour alimenter un abreuvoir, ça commence à valoir la peine. Enfin, naturellement, si vous y allez toutes les semaines, il n'y a pas de problème. Mais si vous laissez un rucher Il y a Yves qui a parlé tout à l'heure des longues périodes pendant lesquelles il ne savait pas aller voir ses ruches. Bien, ça, il faut penser. Il faut que vos abeilles aient, en tout cas, de l'eau à disposition en grande quantité et de l'eau naturellement de qualité. Ça paraît évident. Gérer les déplacements rapides. Ben oui, le gros problème aujourd'hui, c'est que les événements climatiques, on a bien vu quand il fait sec comme ça, pas évident, quoi. Et en plus, il y a des risques de feu et d'inondation, on va le voir. Mais ça veut dire que les ruches doivent, si possible, pouvoir être déplacées. Alors, pour des apiculteurs professionnels qui transhument, pour eux, c'est vraiment pas un problème. Mais pour le commun des mortels des apiculteurs, 95% des apiculteurs en France, pouvoir bouger ces ruches, c'est pas toujours évident. Et si en plus vous avez des ruches chalets et des choses comme ça, à moins de les mettre sur roulette, je ne vois pas comment vous allez faire. Donc, il faut savoir, si on a un rucher sédentaire, il faut trouver un emplacement qui soit vraiment idéal. C'est ça que ça veut dire. Si vous n'êtes pas sur un emplacement idéal, il faut des ruches qui puissent bouger. Je résume très facilement. Ça veut dire des ruches pas trop lourdes, etc., qu'on peut fermer facilement. Et il faut avoir de bons copains si vous n'avez pas une remorque ou si vous n'avez pas de matériel de transport. Donc, ça, on va le voir. Enfin, idéal... il n'existe pas l'emplacement idéal. Mais... Alors, bon, naturellement, les emplacements, qu'est-ce qu'on peut... Enfin, en matière de climat, naturellement, je parle, parce que c'est encore au niveau idéal, il faut une flore très diversifiée, qui fleurit je sais pas moi, avoir de la flore à partir du 15 février minimum et qui tient jusque, pour le moment, le 15 octobre, avec une flore continue, très diversifiée. Ça, c'est l'emplacement idéal. Bonne chance pour le trouver. Les emplacements, je vais voir l'eau et le feu. C'est vraiment ça qui doit gérer qui peut générer des déplacements d'urgence. Alors ça, c'est une carte. Moi, je vais dire, j'étais hyper surpris de voir cette carte. Donc, ce sont les zones à haut risque d'incendie. Je me suis dit, mais c'est pour le sud de la France. Et quand je regarde la carte, Paris, waouh. Et ça, c'est une carte européenne. Donc, c'est Copernic qui sort ce type de carte. Et donc, vous voyez, on se dit, au-delà, toutes les forêts de tilleuls, etc., elles sont donc à haut risque d'incendie. Donc, tous les apiculteurs qui ont des riches, c'est pratiquement toute la périphérie parisienne. Elle est à haut risque d'incendie.
Donc les prochaines zones de chaleur, maintenant vous n'allez peut-être pas dormir la nuit, mais j'espère que ce n'est pas le cas. Mais donc si vous êtes dans des zones comme ça, sachez qu'à un moment ou l'autre, il va falloir peut-être penser à déménager. Alors en tout cas ce qui est certain, c'est que dans ces zones, dans les périodes naturellement de chaleur et de sécheresse, l'enfumoir est vraiment un outil hyper dangereux. Donc en Espagne, il faut savoir, là ils ont tous des bacs métalliques dans lequel l'enfumoir se trouve. Mais déposer un enfumoir à terre quand il fait sec et que vous habitez votre rucher est dans un bois ou même dans une prairie sèche, c'est de la folie douce. Hein. Et il y a une obligation là-bas de se balader avec toujours un bidon d'eau pour pouvoir éteindre un incendie en urgence. Pour les apiculteurs, ils sont obligés de faire ça. S'ils ne font pas ça, ils ont des amendes assez costaudes. Donc il faut se dire, bon, on n'était pas dans des conditions comme ça avant. Je veux dire, à des Parisiens, normalement, c'est le climat belge, donc on ne parle pas de ça. Mais quand on voit une année comme on a eu ici dernièrement, je veux dire, tout pouvait prendre feu. Hein. Une fois qu'on a interdit de faire des barbecues, entre guillemets, ça veut dire que votre enfumoir doit être dans un bac protégé et que vous devez avoir des réserves d'eau. Voilà. L'annonce peut être tout à fait transposée. C'est comme si vous faisiez... Enfin, c'est comme faire du barbecue, hein, travailler avec un enfumoir. Qu'est-ce que je peux dire aussi ? Oui, les environnements à haut risque, évitez-les, ou alors j'espère que vous avez une remorque, etc., etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que les abeilles en Afrique, elles foutent le camp dès qu'elles sentent de la fumée. Chez nous, elles ont perdu un peu ce comportement de désertion. C'est peut-être pas plus mal pour les apiculteurs, parce que ceux qui en fument de trop, les abeilles partiraient. Mais ce comportement n'existe plus, et donc c'est à vous d'aller bouger. Mais il faut savoir aussi que les pompiers, les ruchers ne sont pas renseignés comme des élevages à protéger. Quand il y a des vaches, etc., des chevaux, ils protègent. Les ruchers, ils ne sont pas protégés. Maintenant, les apiculteurs peuvent peut-être intervenir auprès des pompiers pour leur dire « j'ai un rucher là, il faut le protéger », mais ce n'est pas pour demain. Donc sachez-le, les pompiers, pour eux, les abeilles, ce n'est pas leur problème. Et ce qui est, je peux comprendre, hein, il y a d'autres priorités dans la vie. Alors, ici, ce sont des cartes qui vous montrent, on peut prévoir, on peut savoir si on est en zone à risque ou pas, ce n'est pas un problème, les cartes existent, mais aussi, on peut prévoir aussi les zones d'humidité, enfin les périodes d'humidité ou de sécheresse. Hein. Ces cartes-là sont, de nouveau, c'est toujours le même site, hein, c'est Copernicus qui propose tout ça. Là, vous voyez, cette période-ci, c'est notre période. Donc les pluies qu'on a eues vous voyez les zones, plus c'est bleu intense, plus ça devient un peu exceptionnel. Donc on sort complètement du canevas normal. À partir du moment où on voit ça, on sait plus ou moins se douter si cette zone bleue intense, c'est semaine par semaine que c'est publié ça. Donc et vous voyez ça sur les 6-7 semaines qui viennent et sur les mois qui viennent aussi. Donc on a toutes ces informations. On sait qu'il va pleuvoir de trop, on sait qu'on va avoir un risque d'inondation, etc. On le sait. On ne peut pas dire « Ah non, je ne savais pas ». Maintenant, on ne peut plus dire ça. Toutes les cartes existent. Et ça, ce sont les risques justement liés à l'eau. Et de nouveau, vous n'êtes pas trop mal situé en matière d'inondation. Waouh, vous êtes bien rouge aussi, donc problème de feu, problème d'inondation. Parce que par rapport au restant de la France, je veux dire, la zone Île-de-France, c'est quand même assez à risque. Hein. Et on sait bien, à Paris, avec les inondations, avec tous les bassins d'orage, c'est pas du tout impossible. Parce qu'on parlait de crue centenaire, mais la crue de centenaire, il faudrait plutôt dire la crue centenaire, elle va arriver tous les 10 ans. On est plutôt dans des augmentations de fréquence de ce type-là. Donc c'est plus du tout exceptionnel. En tout cas, ce qui est certain, c'est quand vous avez des ruchers, ne mettez plus des ruchers, en tout cas indéplaçables, dans le cours majeur des rivières. Vous voyez ce que c'est le cours majeur, hein. Et ne mettez plus vos ruchers dans des zones de pente. Après, vous voyez des zones agricoles assez classiques, avec une pente, et puis en bas de pente, vous pouvez avoir comme ça, des dévalements de boue, etc., etc. Vous ne retrouvez plus vos ruches, hein. Même sans rivière aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est qu'on est confronté à des intensités de précipitations qu'on n'avait jamais vues avant. On a l'impression d'avoir des pluies tropicales. On a des intensités de pluie qu'on n'avait pas par le passé. Et ça peut changer énormément de choses. Et ça peut justement aggraver, on va se retrouver face à des situations comme ça d'inondation tout à fait imprévisibles par le passé. On ne pensait pas que ça puisse arriver par le passé. Aujourd'hui, c'est possible. Alors,
quand on pense gestion des déplacements au niveau apicole, ben on va vers une réduction, puisque maintenant tout le monde, avec le prix du carburant qui augmente, etc., on dit on ne va plus transhumer autant. C'est évident. Les coûts d'exploitation montent de trop, ça ne vaut plus la peine de transhumer là-bas, etc., etc. Ce qui est très très bien. Le gros problème, ici je parle principalement à des amateurs, mais au niveau des professionnels qui sont dans le sud de la France, qui sont confrontés à des périodes de sécheresse intenses et longues, eux, ils bougent leurs ruches. Hein. Et comme on l'a dit tout à l'heure, Yves, bah, eux, ils ne sont pas malades. Ils vont aller là où il y a de la flore. Mais là où il y a de la flore, c'est où? C'est dans le nord. Hein. Ce n'est pas dans le sud. Et donc ici, dans ces régions-ci, vous allez avoir une remontée de ruches très importante. Surtout quand il fait sec. Donc ce qui se passe, il y a des gens, moi j'ai entendu, mais pas ici, un peu plus bas, du côté de la Loire, des ruchers qui faisaient systématiquement 25 kg de miel, etc. Ces dernières années, leur production a été réduite au tiers. Et ce n'est pas dû au climat. C'est parce que le nombre de ruches qui sont transplantées dans leur zone a été multiplié par 4 ou par 5. Et donc là, on se retrouve avec des phénomènes de surdensité de ruches. Et ça, bon, le phénomène de compétition, on parle beaucoup des phénomènes de compétition, je ne vais pas en parler ici, avec les pollinisateurs sauvages, mais les premiers pollinisateurs en compétition avec les abeilles, ce sont les abeilles elles-mêmes. Hein. Et quand vous avez 10 ruches à un endroit, ça marche, 20, ça passe encore, 30, c'est trop, et 50, c'est beaucoup trop. Et donc, et ça, c'est un gros problème, et ça, c'est un problème qui, pour moi, est fondamental. Et avec le changement climatique, on va être vraiment confronté à des choses comme ça. Comment gérer le déplacement des ruches ? Est-ce qu'il y a des plans qui sont prévus? Est-ce qu'il n'y a pas de plans qui sont prévus? Est-ce qu'on va laisser faire n'importe quoi? C'est très, très, très dangereux et c'est très à risque. Dans le nord de l'Espagne, il y a une politique assez générale du côté de à l'est, donc Barcelone. Dans cette zone de Barcelone, vous amenez vos ruches à Barcelone, elles sont brûlées dans les 15 jours. Ce que les apiculteurs n'acceptent pas. Donc, eux ont mis une loi qui est vraiment la loi qui est tout à fait... Il faut éviter d'en arriver à des choses pareilles. Dans le sud de l'Italie, il y a eu des phénomènes exactement identiques. Hein. Donc, destruction des ruchers, transhumants. Parce que, bon, ils viennent prendre entre guillemets, leur miel. Mais bon, il ne faut pas en arriver là. Mais on risque d'entraîner des tensions entre apiculteurs qui risquent d'être très, très importantes si on ne prend pas le problème à cœur. Pas jouer l'oiseau de mauvais augure, mais c'est vraiment... il faudrait un outil qui permette de gérer ça. Au niveau de la conduite apicole, lorsqu'on dit « ça, c'est important », alors je vous montre l'année 2021, vous voyez, plus c'est bleu, plus c'est froid, plus c'est rouge, plus c'est chaud. Ça va? Donc vous voyez, septembre ou juillet, juin, août, froid, juin, froid, juin, juillet, août, très froid. 2021, année complètement pourrie, personne n'a fait de miel. Et regardez, il faisait tellement froid partout, comme vous voyez au mois de juin, c'était quand même vraiment très très froid. Par contre, en septembre, il a fait très chaud. Ah, j'ai un problème là. Il y a l'année, oui. Oui, j'ai un petit problème. Ce ne sont pas les bonnes dias qui sont passées. Si vous recevez les dias, vous aurez... Mais vous allez voir, normalement, en fonction, quand on regarde un peu ces cartes qui sont élaborées, on voit très très clairement les séquençages. Et ce qui est fou, c'est la vitesse de changement d'un moment à l'autre. Il y a une année 2021 et l'autre année, c'est 2022. Mais la vitesse de changement, et ça, c'est complètement dingue. Ça peut changer à une vitesse VV'. Donc, on est vraiment sur des trucs complètement fous. Et c'est cette espèce de séquençage passé du très froid au très chaud en un mois, même pas en 15 jours. Vous passez d'un événement extrême dans un sens à l'événement extrême dans l'autre sens. On a eu une saison en 2021 qui était complètement pourrie, 2022 qui était hyper chaude pendant 4 mois avec tous les problèmes qui s'en sont... voilà, tiens, justement, l'année 2022, mai, juin, juillet, août, là vous voyez... la chaleur à partir du mois de mai, juin, juillet, août. 1, 2, 3, 4 mois de chaleur exceptionnelle, avec une sécheresse naturellement qui s'en est suivie, avec tous les problèmes qui en ont découlé. Mais regardez, c'est fou, regardez le mois de mars, il faisait hyper froid en Turquie. Hyper froid en Turquie.
Et le mois suivant, en avril, il faisait hyper chaud en Turquie. Vous voyez cette espèce de séquençage. Mais ça, pour les abeilles, c'est un peu un truc de malade, parce que les colonies vont lancer leur développement, et puis paf, elles vont tomber sur une période de froid intense, ou alors elles vont avoir un retard complet de développement, et puis paf, le mois suivant, grande chaleur, toute la flore va exploser, ça les apiculteurs le savent, mais les colonies, elles ne sont pas là. Hein. Les colonies, elles n'ont pas les abeilles pour faire la mielée. Et donc on observe comme ça des décalages de temps au niveau des colonies d'abeilles qui ont quand même, je vais dire, une dynamique au niveau d'une colonie d'abeilles, c'est au moins un mois et demi. Mais ici, c'est beaucoup plus court que ça. Et donc là, ça pose vraiment un énorme problème. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Et ça, c'est un gros problème. Que faut-il avoir comme abeille? Ce qui est certain, c'est qu'il faut des abeilles résilientes. Alors, résiliente, c'est un mot qui n'était pas connu du tout il y a, j'ai envie de dire, 4-5 ans. Enfin, tout le monde connaît ça. Il était connu. Mais des apiculteurs, on n'avait jamais entendu parler d'abeilles résilientes. Hein. Je ne crois pas. Mais donc, c'est un mot qui maintenant est sur la bouche de tout le monde. Et ce qui est certain, et ça a été dit, redit plusieurs fois aujourd'hui, la biodiversité est essentielle. Si vous n'avez pas de biodiversité, la probabilité de trouver des éléments qu'il vous faut pour avoir une colonie résiliente sont très faibles. Yves a été clair, en Allemagne, Carnica a été déployé partout. Là, il n'y a aucune résilience par rapport à la varroise. Et vous allez en Afrique, 2 ans après l'arrivée de la varroa, les colonies sont tolérantes. Parce qu'il y a une base de tolérance. Donc, ces abeilles ont une biodiversité très importante et dans le pool de colonies qui sont présentes, 2 ans après, elles ont trouvé la solution. En Allemagne, comme il dit, 25 ans après, il n'y a toujours pas de solution. Donc, vous voyez un peu l'importance de la biodiversité. Et ici, c'est un phénomène qui n'a jamais été recherché par les apiculteurs, une capacité de pouvoir s'adapter très très rapidement à des événements climatiques. Pourquoi ça n'a jamais été recherché? Parce que ça n'existait pas. Donc on n'a jamais recherché les abeilles qui étaient capables de on-off comme ça, on-off. C'est vraiment ça, il faut vraiment jouer avec des abeilles qui font on-off. Ça n'existe pas. Donc c'est à nous à pouvoir maintenant faire une sélection, orienter la sélection dans ce sens-là. Et la race d'abeilles, je ne sais pas vous dire une race à mon avis, il faut prendre l'abeille qui est capable de le faire. On va dire ça comme ça tout bêtement. Donc moi je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas vous dire où on va, mais il est clair, c'est que vous pouvez observer vos abeilles. Vous voyez très bien que il y a des colonies, quand il y a très peu d'apport pendant un long moment, si vous ne leur donnez pas un nourrisseur toutes les semaines, elles crèvent. Il y en a d'autres à côté, il ne faut pratiquement pas les nourrir, elles s'en tirent. Alors, quand vous faites une sélection, réfléchissez un petit peu. Hein. Est-ce que j'ai envie de donner 2 fois plus de sirop que ce qu'elles me produisent de miel? Ou est-ce que je vais avoir des abeilles qui survivent correctement et je viens certainement en secours s'il faut, mais je ne vais pas sélectionner au départ de cette colonie-là. Donc, je vais dire, l'alimentation, le nourrissement qu'on donne à ces abeilles, ça devient un des paramètres essentiels de la sélection pour moi. Moins on nourrit une colonie, plus elle a des possibilités de résilience. Autre chose, on en a parlé aussi tout à l'heure, Yves a dit, dans le sud de la France, maintenant, on commence à avoir des abeilles qui arrêtent leur ponte en plein été. Quand il a fait très sec, en Belgique aussi, les abeilles, elles arrêtaient leur ponte. Pas dans toutes les colonies. Mais je vais vous dire, c'est tout à fait logique qu'une reine arrête sa ponte quand il n'y a plus d'apport. C'est très salutaire, parce qu'en fin de compte, vous avez une production d'abeilles d'hiver. En fin de compte, ce que je vais vous dire, la durée de vie d'une abeille, elle est liée à sa capacité, au fait surtout qu'elle est nourrie du couvain. Plus elle va nourrir du couvain, plus sa durée de vie sera courte. S'il n'y a plus de couvain à nourrir, d'office, toutes les réserves de pollen, etc., elle va gonfler ses corps gras, et donc ce sera une abeille, entre guillemets, d'hiver en plein été. Mais c'est une abeille à longue vie. Et plus elle va libérer ses corps gras et reproduire de la gelée royale, eh bien, plus l'abeille, naturellement, va vivre, aura une vie beaucoup plus courte. Donc, en fin de compte, si la reine arrête sa ponte, il n'y a plus de couvain à nourrir, les abeilles, elles, vont continuer à consommer le pollen qui est présent, vont se constituer des corps gras, vont pouvoir passer le choc jusqu'aux premières pluies, qui vont développer de premières miellées et qui vont alors permettre aux abeilles de redémarrer leur cycle. Ça, c'est le cycle du sud de l'Espagne. En Andalousie, les abeilles fonctionnent comme ça. Mais c'est très bon quand il y a une longue période de sécheresse. Si vous avez des reines qui continuent leur pompe à ce moment-là, c'est foutu. Hein. Vous êtes bon pour nourrir les abeilles tout le temps, sur quoi elles vont crever. Et alors, le problème, c'est que vous nourrissez avec quoi? Vous nourrissez avec du sirop.
pollen, il n'y a pas plus de pollen que ça non plus. Donc vous devez donner des substituts protéinés qui n'ont aucune valeur, qui amènent des problèmes au niveau de l'immunité de vos abeilles. Donc vous êtes vraiment perdant sur tous les plans, pour de toute façon ne pas faire de miel à la fin. Donc réfléchissez à ça, c'est super important pour l'avenir de vos colonies. Donc des colonies réactives qui peuvent s'adapter rapidement à de nouvelles conditions sont à privilégier. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il faut sélectionner au départ d'abeilles locales. Ça, c'est certain. Ça, toutes les études scientifiques le montrent clairement. C'est au départ d'abeilles à potentiel local. Ce sont celles-là qui, normalement, ont la meilleure adaptation et qui vont profiter au mieux des opportunités locales. Alors, c'est vrai que le local change. Et c'est vrai que l'abeille noire qui était ici il y a 100 ans n'est certainement pas l'abeille noire qui reste ici aujourd'hui. Parce qu'elle a évolué, elle s'est hybridée, etc. Mais bon, c'est pas ça qui est important. Ce que j'appelle une abeille locale, c'est une abeille, à la limite, comme on dit, les colonies qui sont férales, par exemple les colonies sauvages, qui peuvent rester à l'état naturel en vie, ça, ce sont des abeilles locales, parce qu'elles savent qu'elles sont parfaitement adaptées aux conditions locales, sans quoi elles ne seraient plus là. Ça, ce sont des abeilles locales, pour moi. Maintenant, ce n'est pas pour ça qu'elles sont des bonnes abeilles pour faire de l'apiculture, parce qu'elles peuvent piquer, etc. Donc, c'est à vous à jouer. Ça, c'est votre job, ça. Mais bon, la nature, elle fait une partie des choses, c'est à vous à faire l'autre partie. Mais ce qui est certain, c'est que donc, ces problèmes il faut que les abeilles suivent le climat, même si ça change rapidement. Il faut qu'elles s'adaptent et qu'elles soient plus résilientes. Alors, ce n'est pas parce qu'une abeille n'a pas été la championne qu'il faut la mettre dehors. Parce que si elle a, sur ces autres paramètres-là, si elle a gagné des points, ben ça a de la valeur aussi. Donc, revoir vos plans de sélection. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Attendez, j'ai peut-être encore un truc là avant. Autre chose qui est importante, donc limiter la pratique tout ce qui est fécondation, toutes les sélections, tous les problèmes de sélection en matière d'apiculture. On a parlé aussi, Yves a parlé ce matin des éleveurs américains qui, au départ d'une reine, font 10 000 reines. Ça, c'est une horreur. Hein. Naturellement, maintien de la biodiversité dans des conditions pareilles, zéro. Hein. Ça veut dire que vous réduisez à peau de chagrin la biodiversité. Laissez les fécondations naturelles. Les mâles, il y a une sélection naturelle au niveau des mâles. Hein. Seules les colonies fortes vont faire des mâles. Mais si vous gardez artificiellement des colonies en les nourrissant tout le temps, etc., et que vous gardez ça dans votre cheptel, vous produisez des mâles qui vont pousser, qui vont prolonger le comportement de ce type-là. Donc, si on laissait, entre guillemets, l'idéal, c'est de donner aux colonies qui vous semblent bien au niveau résilience des cadres à mâles. Donc, produisez des mâles avec ces colonies-là, pas avec les colonies qu'il faut nourrir. Essayez d'orienter dans ce sens-là, c'est beaucoup plus logique. Et la fécondation naturelle, c'est un très très bon outil pour augmenter la biodiversité et pour améliorer la résilience. Donc, c'est un peu un discours qui va totalement à l'opposé de certaines personnes qui préconisent de l'hypersélectivité. Moi, je vous dis non, ce n'est pas tout à fait dans ce sens-là qu'il faut aller aujourd'hui. On peut jouer avec ça, on peut certainement introduire une génétique qui est vraiment plus performante, mais faites gaffe quand même, quoi. Regardez ça avec une sélection beaucoup plus large. Alors, si on n'arrive pas à trouver au niveau local ce qu'il faut, eh bien, on peut amener du patrimoine génétique on a parlé de transplantation d'arbres tout à l'heure. C'est assisté. Donc, on amène une partie de pôle génétique, de colonies résilientes dans des zones plus chaudes, qui sont confrontées à des choses comme ça. Vous les amenez ici, en quantité limitée, et il a été prouvé scientifiquement aujourd'hui que si vous n'amenez pas trop de potentiel génétique, ce potentiel génétique permet d'augmenter la résilience tout en ne perturbant pas les équilibres de base locaux. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ça veut dire que le comportement, entre guillemets, local d'exploitation des mielés, etc., va être conservé, mais ça va permettre d'amener certains paramètres qui, dans la sélection future, vont pouvoir être utilisés par les abeilles locales. Donc ça, c'est une façon de faire. Un éleveur ici qui doit faire des sélections, ce qu'il peut faire, pour savoir si ces colonies sont résilientes, on envoie vous savez qu'il y a des échanges entre éleveurs, il pourrait très bien avoir des ruchers, un dans le sud de la France, envoyer ces reines dans le sud de la France pour voir comment elles réagissent. Si elles ne donnent rien, vous savez très bien que c'est une colonie qui, à terme, ne vaudra rien ici. On a quelques années. Donc on peut, entre guillemets, prévoir, jouer. Ou si vous avez peur,
Si vous voulez chercher des zones plus humides, vous envoyez des reines plus en montagne, plus des reines dans le sud de la France, et vous testez la résilience de vos colonies. Vous verrez comment elles réagiront. Donc les éleveurs aujourd'hui devraient travailler comme ça. Je ne crois pas que ça se fasse, hein, mais bon, on ne sait jamais, on peut toujours rêver. Qu'est-ce qu'il faut se dire au niveau des dates aussi? Là, avant, on disait à telle période, il faut faire ça. Là, ça vous oubliez complètement. Tous les calendriers sont à mettre par terre, à brûler, à jeter à la poubelle, parce qu'il n'y a plus rien qui tient. Il faut observer. Mais non, mais c'est évident, quoi. Enfin, il faut de la flexibilité, de la rapidité. Donc, il faut être bon. Je ne dirais même pas, il ne faut pas être bon, il faut être très bon. Et donc, pour moi, le changement climatique, ça ne va pas détruire les abeilles, ça va détruire les apiculteurs. Non, ce n'est pas de la blague. La varroise est arrivée, il y a 30% des apiculteurs qui ont disparu. Le changement climatique arrive, il y a 30% des apiculteurs qui vont disparaître aussi. Alors, faites partie des meilleurs. Adaptez-vous, soyez flexibles et réfléchissez, quoi. C'est vraiment ça. Donc, c'est vraiment important. Donc, il faut avoir des ruchettes, il faut pouvoir jouer. Il faut vraiment pouvoir jouer. Donc, il faut s'interroger sur l'intérêt de maintenir des très grosses colonies. C'est vrai que c'est une question, parce que plus vous avez des grosses bécanes, plus il y a de l'inertie. Regardez de nouveau dans le sud de l'Espagne, ils travaillent sur des toutes petites colonies. Alors, on me dirait, mais ça ne produit pas de miel, ce machin-là. Et c'est vrai, ça ne produit pas beaucoup de miel. Mais c'est petit, ça s'adapte vite, ça démarre au quart de tour, mais ils n'ont pas une ruche. Un petit apiculteur, là-bas, il a 100 ruches. Donc, quand on fait le bilan, il ne s'en occupe pratiquement pas. C'est très... Donc, ça ne demande pas du tout le même... Je ne dis pas qu'il faut travailler à l'espagnol, hein, mais ça, c'est un autre problème. Mais on peut trouver une espèce de compromis. Donc, on peut travailler sur des unités plus petites qui seront beaucoup plus faciles à adapter, et qui vont bouger beaucoup plus facilement. Quand vous avez des énormes bécanes, des trucs qui développent des populations pas possibles, comment voulez-vous arrêter ça? C'est un train énorme en marche. Donc, c'est une question. Là, je n'ai pas la réponse. Hein. Maintenant, il y a des bonnes années, ces colonies qui sont énormes, elles vont vous faire 100 kg à la ruche, hein, sans problème. Mais l'année suivante, c'est 0 kg à la ruche, mais moins 45 kg de sirop de nourrissement. Hein. Il faut faire le calcul, mais faites le calcul économique. Hein. C'est pas aussi net que ça. Je ne crois pas que ce soit aussi net que ça. Il faut limiter au maximum le nombre de visites. On sait, aujourd'hui, c'est très clair, la visite d'une ruche, c'est un stress colossal pour les abeilles, un stress énorme. Alors imaginez, il y a 25 jours de beau temps, de mielé réel pour une ruche. Pour les petits apiculteurs, généralement, ce sont les jours ils vont les choisir pour aller visiter leur ruche. À la limite, ils font 10 visites par an, 22 jours de mielé. Ça veut dire que 50% de leur miel est mis à la poubelle. Le jour où vous visitez une ruche, si vous faites ça, je pars en début d'après-midi ou un truc comme ça fait au moins les 2/3 de la production qui sont à jeter à la poubelle. Une visite de ruche complète, ça fait 600 grammes de miel. Donc, pour vous dire un peu en moyenne. Donc, limiter le nombre de visites, de grâce. C'est un peu bizarre. Hein. Je donne des cours tout à fait à l'opposé de ce qu'on vous a donné. Donc, je vais me faire tout... Je vais... Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est utiliser des techniques non intrusives. Aujourd'hui, les ingénieurs ont développé toute une série de techniques qui sont extrêmement précises, qui vous permettent de savoir comment fonctionne le couvain, quelle est l'activité de vos ruches, etc. On sait suivre vraiment les ruches pas à pas, sans devoir les ouvrir. Donc là, je crois qu'il faut vraiment profiter de ces outils qui sont mis à votre disposition. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Naturellement, tous ces outils, entre guillemets, sur les mielés, vous avez des réseaux de mielés, vous savez très bien quelles sont les zones qui miellent aujourd'hui. Enfin, il faut peut-être payer certains abonnements, n'importe quoi, mais aujourd'hui, vous pouvez dire, tiens, c'est à tel endroit en France que ça mielle. Alors, c'est très chouette, naturellement, parce que vous pouvez transhumer vos ruches, les amener là. Le gros problème, c'est que si tout le monde fait la même chose, ça risque de poser problème. Voilà, mais ça, il faut gérer. Mais donc, tous ces outils sont quand même intéressants. Alors, le gros problème des périodes sans butinage, c'est naturellement qu'est-ce qu'on fait? Donc, je veux dire, il faut limiter les colonies qui en ont besoin, mais il faut quand même nourrir. Alors, comment nourrir? Ça, c'est un gros problème. Il faut quand même savoir aujourd'hui que le nourrissement des abeilles en pleine saison doit se faire normalement sans hausse, je vous signale.
comme ça, que normalement, une fois qu'on a bien nourri une colonie, même si vous mettez la hausse le lendemain, le miel que vous avez donné, il va remonter dans les hausses, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Donc il y a toutes ces règles, et il faut savoir surtout qu'aujourd'hui, vous allez voir, il va y avoir une grande campagne normalement d'information sur l'adultération des miels, donc miel fraudé venant de l'extérieur, mais ça va sensibiliser le public, donc ça, les gens vont être très sensibles au fait que les miels sont fraudés, en grande partie. Et ça veut dire que si un labo analyse votre miel aujourd'hui, il est capable de dépister 1% de sirop de nourrissement. Donc au-delà de 1%, il ne dira peut-être pas que vous avez fraudé, mais il verra que vous avez rajouté du sirop. Donc le gros problème pour un labo, c'est que certains sucres laissent des traces. Et eux détectent les traces. Mais s'ils détectent 1%, quelque chose qui pour vous correspond à 1% de sirop, ça correspond à 40% d'un sirop qui est bien fait et qui sert à adultérer les miels. Donc pour le labo qui détecte ça, il ne sait pas si vous avez utilisé 1% ou 40%. Et ça, c'est le problème. D'accord ? C'est important de le savoir. Autre question, naturellement, non seulement vous risquez d'avoir des problèmes si vous ne faites pas les choses correctement, mais l'autre problème, c'est que pour le nectar, ça va encore. Le sucre du nectar et le sucre que vous donnez, ça va encore. Mais tous les substituts pollen, c'est une catastrophe. Hein. Ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Ce n'est pas du pollen du tout. Donc, de grâce, donnez du pollen à vos abeilles. Éventuellement, quand les abeilles récoltent beaucoup, vous les stockez, vous mettez au surgélateur et vous redonnez du pollen par la suite. Votre pollen, au moins là, c'est sûr. Enfin, je l'espère pour vous. Bon, les pathogènes, ce qui est certain, c'est qu'au niveau de développement favorable aux pathogènes, Yves en a parlé ce matin, donc je vais juste... Ça, c'est un graphique qui est arrivé la semaine dernière. C'est un truc que vous avez peut-être trouvé dans votre boîte, mais je trouvais ça intéressant. Il comparait 2 années au niveau de l'hivernage des colonies. Et vous voyez, ces indicateurs qui sont plus ou moins automatiques. En bas, un hivernage normal sans couvain. En haut, c'est l'hivernage de cette année-ci. Donc on ne peut pas dire que la colonie est vraiment hivernée. Hein. On ne peut pas dire que les ruptures de ponte soient très nettes. Donc vous voyez, donc ces outils-là vous donnent déjà une idée, sans avoir ouvert la colonie, de ce qui s'est passé dans votre ruche. Mais ça veut dire que quand on a des colonies comme ça, on sait très bien que le démarrage printanier, ce n'est pas évident. Les abeilles d'hiver, elles vont avoir une réduction de vie parce qu'elles ont nourri du couvain pendant l'hiver. Donc leur vie sera beaucoup plus courte que le démarrage printanier. La jonction entre les jeunes abeilles et les vieilles abeilles ne sera pas si facile. Alors ça va, il a fait bon, donc ça a été. Mais autre chose, au niveau du traitement des varrois, c'est un fait que normalement, quand on traite en hiver, il n'y a plus de couvain. Mais comme vous voyez, une année comme celle-ci, on ne peut pas dire vraiment qu'il n'y avait plus de couvain dans les colonies. Donc si vous n'avez pas fait attention et que vous avez fait un traitement, le traitement il n'a pas servi à grand-chose. Hein. Efficacité du traitement, peut-être 60%. Ça veut dire qu'il faut repenser à un nouveau traitement ici au printemps. Et le gros problème aujourd'hui, comme il y a pratiquement du couvain tous les ans dans toutes les colonies, est-ce qu'un traitement en hiver est encore la bonne période de traitement contre la varroise? Ça, c'est une question qu'il faut vraiment se poser. C'est une question qui a été posée chez nous par un Italien qui se demandait s'il ne serait pas beaucoup plus intelligent de traiter en été. Vous avez, à partir du 15 juillet, il n'y a plus rien. Enfin, il n'y a plus de miel. Normalement, dans cette région-ci, c'est la même chose. Bien, à ce moment-là, est-ce qu'on ne peut pas plutôt faire une rupture de ponte, naturelle ou artificielle, et faire un traitement généralisé partout? L'avantage, c'est qu'on va avoir des abeilles qui seront traitées, qui vont redémarrer, qui vont passer un hiver beaucoup mieux, quitte à faire de nouveau un petit traitement de contrôle en hiver, et on repart pour la saison suivante. Je suis certain que le traitement serait nettement plus adapté à ce moment-là. Vous voyez cette différence entre un hiver normal et un hiver chaud. Au niveau de l'évolution du varroa, il est beaucoup plus évident qu'en hiver chaud, ça pose problème. Nosema, il en a parlé, oui. Est-ce que ça n'a pas d'incidence sur la dynamique de la population d'abeilles d'hiver de faire cette rupture de ponte? Ce qu'on a constaté, quand on fait des ruptures de ponte, c'est très étonnant. Je vous ai dit, c'est comme si vous faisiez c'est comme un essaimage. Les colonies refonctionnent comme un essaim que vous réembruchez. Ça redémarre fort. Donc c'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Alors il ne faut pas le faire trop tard en saison non plus. Hein. Donc il faut faire ça relativement tôt. Il faut choisir le bon moment. Mais ça, c'est à vous à voir en fonction de vos conditions.
La nosema, disparition de Nosema serranae et apparition de Nosema, disparition de Nosema apis et apparition de Nosema serranae. Aujourd'hui, il n'y a plus que Nosema serranae. Le petit coléoptère, là, en fonction des schémas entre guillemets d'évolution climatique, vous voyez les zones d'implantation du coléoptère. Yves l'a dit, mais là, vous voyez les images. 2060, 2080, en fonction des modèles. On est plutôt dans le modèle le plus mauvais pour le moment. Donc, la France en 2060, autant dire que là, c'est une zone parfaite d'implantation des TINA, alors qu'aujourd'hui, pratiquement pas. Donc, vous voyez, ce style de choses, c'est quand même assez... Et voilà des images de Tropilelaps un peu plus grosses que ce qu'il a présenté. Donc ça, c'est une belle saloperie. Hein. Ça, si on se le chope, c'est pique varois, ce machin-là. Donc, de grâce, prudence, prudence, prudence. Donc, il faut avant tout favoriser le système immunitaire des abeilles. Alors, pour ça, la propolis, super important. Il faut que vos ruches, les parois intérieures de la ruche soient propolisées, tapissées de propolis. Les abeilles, elles mettent ça, c'est pas pour rien. Ça limite très fortement les virus, les bactéries. Donc, ne fût-ce que pour ça, c'est intéressant. L'alimentation, donc les compléments en pollen et pas en crasse. Moins d'intervention intrusive, mais ciblée. Veille au bien-être de l'abeille et l'équilibre des colonies. Et donc, la lutte contre varroa, je vous ai dit, il faut vraiment réfléchir à un plan de lutte qui soit adapté aux nouvelles conditions. Au niveau de la production, je ne sais pas quelle heure il est, mais j'ai toujours tendance à parler beaucoup trop. Oui, donc j'arrête, non? Je peux continuer, ça va? Non, ça va alors. Ok. Donc, au niveau des miellés, je crois que ce qui n'a pas été dit, et c'est bien, ça va me permettre je pensais redire des choses qui auraient été dites. Donc, en période de sécheresse, 60% de la quantité totale de nectar qui diminue automatiquement. Ce sont des moyennes tout à fait générales. Mais c'est important. Au niveau des miellas, c'est un fait qu'une fois qu'il fait sec, les miellas, les abeilles ne savent plus les prendre. Ils deviennent trop visqueux et elles ne savent plus les prélever. Donc ça, il peut y avoir production de miellas, mais elles ne savent plus. Autre chose tout à fait bizarroïde, auquel on n'aurait jamais pensé, c'est la concentration en métabolites secondaires peuvent avoir des effets répulsifs. On a constaté que l'oranger, quand il fait très sec et très chaud, produit de la caféine dans le nectar. La caféine est un répulsif pour l'abeille, et donc il s'étonnait pourquoi les abeilles ne vont plus butiner et polliniser l'oranger. Parce qu'il y a production de caféine. Donc la composition du nectar change, et donc les abeilles n'y vont plus. Enfin, vous voyez de temps en temps des trucs, on se dit mais c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'elles ne vont plus sur cette plante-là? Et donc il peut y avoir des phénomènes de ce type-là. Ce qui est super important, au niveau du pollen, ça a été dit, il y a 50% de diminution du poids. Donc on perd en nectar, on perd en pollen, mais en plus, la composition du pollen va changer. Donc la composition en acides aminés des pollens va changer. Et toute une série d'éléments vont changer au niveau des pollens. Alors, dans certains cas, ça semble favorable, dans d'autres cas, ça ne l'est pas. Qu'en est-il exactement? On est encore au début, ce sont un peu des espèces de balbutiements. On ne sait pas très bien où ça va. Mais donc, tout ça est hyper complexe, au fait. Voilà, ça c'est un truc que je me suis amusé à faire. C'était vraiment très amusant, d'ailleurs. L'évolution des productions, donc j'ai remis un seuil 0, un seuil 100 plutôt, en année 2008 jusqu'à 2019. Et vous voyez trois courbes, la courbe du nord, la courbe du centre et la courbe du sud de l'Europe. Ce qu'on constate au nord, waouh, les productions, elles sont montées à 220%. Dans le centre et dans le sud, on est à 120%. Je vous dis que c'est quand même bizarre. Moi, je m'attendais honnêtement à ce que le sud soit beaucoup plus bas et réduit de 50%. Mais alors, quand on analyse les choses, ça, c'est la courbe de l'Italie. Alors, la production est restée constante en Italie. Mais ce qui n'est pas resté constant, c'est le nombre de ruches. Et tout à l'heure, tu as montré un graphique avec le nombre de ruches. Ça, c'est une des explications. C'est que pour garder leur production, ils ont multiplié leur nombre de ruches par 2. Donc, ils n'ont pas perdu de production, mais ils ont, par production à la ruche, ça oui, ils ont perdu 50% de production. Donc, quelque part, le nord, il a doublé sa production, le centre est plus ou moins resté constant, et le sud, il a réduit de 50% sa production. Ça, c'est quand même un phénomène qui est très, très clair. Donc, quand on analyse ces grosses statistiques, c'est quelque chose qui n'est jamais évident, parce que ça met en évidence tellement d'éléments que... Mais ça, c'est vraiment très, très net. Et c'est vrai que... Voilà, tiens, les graphiques que je vous ai montrés entre
trop froid ou trop chaud. Les causes, c'est ça. Là, vous voyez l'année 2021 avec cette zone froide, mars, avril, mai. On est dans le froid, abominable. Et en 2022, là, c'était trop chaud, avec mai, juin, juillet, beaucoup trop chaud. Donc, c'est vraiment ce phénomène d'extrême qui sont préjudiciables pour tout le monde. Donc, il y a des années où on est à production 0 kg et il y a des années où on est à production 100 kg. Ça sont des trucs... ça, et alors, vous avez parlé du gel tardif, je crois que c'était le premier exposé de l'après-midi. Ça, c'est une carte qui n'est pas tout à fait juste parce qu'en altitude, normalement, les risques de gelée tardive, elles sont là, mais elles ne touchent pas les fruitiers parce qu'ils sont pas encore prêts, quoi. Mais bon, ça vous donne un peu une idée, en 2022, le type de ravage que ça peut faire au niveau agricole, mais au niveau de toutes les plantes apicoles aussi, hein. Alors ça, c'est un tableau que je me suis amusé à faire, si on peut parler de nouveau. C'est en Italie, c'est la production de miel d'acacia, moyenne sur toute l'Italie. Vous voyez, 2015, 22 kg, puis Europe, vous voyez, et arrivé en 2021, 1,3 kg. Autant vous dire, ça ne vaut plus la peine de déplacer ces ruches, hein. Et alors, ce qui se passe, c'est que l'acacia est quelque chose, c'est une plante qui enregistre toute une série de choses. Donc, il y a un stress de production de bourgeons, ça vient de l'année précédente, au mois d'août. Donc, cette année-ci, enfin l'année passée, il y a eu un stress thermique très fort. Là où il y a eu un stress thermique très fort, il est un fait que la plante ne va pas faire énormément de bourgeons cette année-ci. Deuxièmement, printemps précoce. Ça, c'est quand les années sont à l'avance. Ben, naturellement, il n'y a personne pour polliniser derrière. Le gel tardif, ça détruit tous les bourgeons floraux. Et donc là, on est obligé de se rabattre sur la deuxième production. Floraison limitée, c'est lié aux productions de bourgeons. Basse température nocturne. Le nectar, il est produit pendant la nuit et au niveau des racines. Donc si, en plus, on a des basses températures nocturnes, ça ne marche pas. Diurnes, ben là, les abeilles ne butinent pas. Donc les deux sont importants. Donc il faut qu'il fasse chaud de jour et de nuit pour avoir du robinier. Et à plus de ça, vous avez du vent qui peut s'en mêler et vous avez des pluies et des orages. Donc, quand on a des climats très stables, faire du robinier, de l'acacia, c'est facile. Comme en Hongrie, etc., le climat était hyper stable, toujours le même tous les ans, etc. Aujourd'hui, waouh, parce qu'il y a toujours un événement qui se met dedans. Et donc la production, donc la production de miel d'acacia va devenir extrêmement difficile. C'est ça que ça veut dire. Parce que maintenant, on peut faire bingo partout, hein, mais vous voyez un peu la probabilité ici avec des trucs qui arrivent, qui sortent dans tous les sens, c'est quelque chose qui ne devient vraiment pas évident. Au niveau sécheresse, ben, on connaît la sécheresse, hein. Moi, j'étais très étonné de voir cette carte. C'est fin du mois de février de cette année. Donc, vous voyez l'accès aux données. Et vous voyez quand même cette zone, j'étais dans les Cévennes, et ils m'ont dit c'est sec. Et de fait, c'est hyper sec. Donc là, déjà, aujourd'hui, il y a 15 jours, ils étaient en alerte sécheresse, hein. Alors, imaginez, quoi. La saison n'a même pas commencé. Donc, le miel d'acacia, toutes les zones de mielés changent complètement. Les zones initiales de production d'acacia, elles ne donnent plus d'acacia aujourd'hui. Ce sont d'autres zones qui donnent de l'acacia. Les caractéristiques des miels évoluent. Les couleurs des miels évoluent. On fait du miel de miela au printemps. Vous avez chez nous, en 2022, le miel de printemps était plus foncé que le miel d'été. Ça, c'est quand même pas normal, hein. Enfin, c'était du jamais vu, comme on dit. Modification du nombre de récoltes et des rendements, c'est un fait. Je vous ai dit, c'est une forte augmentation de la variabilité des productions, ça c'est super important. Et allongement ou écrasement des périodes de récolte. Alors vous allez voir là un graphique. Là, en fin de compte, en Allemagne, ils ont un observatoire qui donne toutes les périodes de floraison. C'est très intéressant. Et vous voyez que le saule a fleuri 10 jours plus tard, cette année-là, et le robinier 14 jours plus tôt. Ça veut dire que la saison printemps s'est raccourcie de pratiquement un mois. Mais ça veut dire que plutôt que d'avoir des étalements normaux de floraison, tout s'est ramassé en un court temps. Avec le gros problème, c'est que vous retrouvez, on a eu chez nous, le colza était encore en fleurs alors que le robinier commençait à fleurir. Donc on est dans des situations un peu louches. Ça, c'est la variabilité. Vous voyez, pendant 10 ans, la variabilité des productions en Belgique était relativement stable. Et après, on est parti dans des trucs, ça part dans tous les sens. Et les années suivantes, c'était encore pire. Donc, ce qu'on voit,
variabilité qui augmente. La compensation entre saisons permet de limiter cette variabilité, c'est un fait. 5 bonnes années, dont une exceptionnelle, 2 mauvaises durant les 10 dernières années, pour une mauvaise sur les 10 dernières années, les 10 années d'avant, etc., etc. Donc il faut se dire qu'il y a une variation de 3 et même 4 maintenant. Avec les 2 dernières années qu'on vient de vivre, la variation est encore plus forte. Et cette espèce de variation risque encore d'augmenter dans le futur. Donc pour les apiculteurs, c'est hyper difficile, parce que une année, on se retrouve, on est noyé sous le miel, l'année suivante, on n'a plus rien. Alors au niveau des clients, etc., comment gérer ça? Donc on se retrouve avec des problèmes de production et de commercialisation qui sont vraiment pas faciles à gérer. Au niveau amateur, c'est pas grave, au niveau professionnel, c'est vital. Donc il faut diversifier, parce qu'une année, vous ne faites pas de miel, vous faites autre chose. Donc diversifier, qu'est-ce qu'on peut faire? Matériel biologique, du miel, du pollen, de la gelée royale, du propolis, du venin, de la pierre, donc l'air de la ruche, pourquoi pas, de l'apitourisme, ce sont des sources de revenus complémentaires, la pollinisation, c'est évident, ça c'est fixe au moins, la pollinisation, et la transformation des produits dérivés. Mais ça veut dire que c'est un autre boulot, quoi. Il faut apprendre un métier différent. Rechercher des possibilités de constitution de fonds solidaires, avoir des sources de revenus indépendantes. Donc, je veux dire, le temps plein professionnel, ça va devenir rare. Ce sont plutôt des professionnels ou alors qui ont leur femme qui travaille et qui peuvent nourrir la famille. Donc, on n'est vraiment pas sur des choses faciles aujourd'hui. Nouveaux réseaux commerciaux, ce qu'il faut, c'est que, il faut limiter les transhumances, mais ce qu'il faut dire, dans le Sud, en tout cas, ils font beaucoup. Il y a des gens qui faisaient 10 transhumances différentes sur 10 miels différents. Mais aujourd'hui, il vaut mieux dire, 10, moi j'en fais que 3 là, 3 là, 3 là et 4 là. Et c'est 3 apiculteurs différents qui travaillent, qui, eux, exploitent les mielés qui sont proches de chez eux, et alors ils s'échangent les produits. Et ça donne une certaine stabilité à la production et à la commercialisation. Donc ce sont des formules qu'il faut trouver. Moi, je me suis dit, il y a un truc qui serait quand même intéressant, ça c'est, disons, c'est un Argentin qui m'a donné l'idée, mais qui n'est pas mon idée, donc. Mais les fameuses compensations carbone, où, disons, il faudrait trouver des fonds de ce type-là pour sauver les apiculteurs européens. Parce qu'on donne ça aux entreprises polluantes sous forme qui elles, financent des plantations, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas financer, avec des fonds de ce type-là, une activité comme l'apiculture, qui est quand même une des activités les plus écologiques dans l'agriculture et qui a pour mission de favoriser, entre guillemets, le maintien de la flore et de la biodiversité. Ce sont des questions qui se posent, mais qui seraient quand même intéressantes. Il faudra trouver des solutions. Au niveau apiculture professionnelle, elle risque de disparaître demain. Vous êtes important, mais les professionnels le sont aussi. Alors la pollinisation, justement, je vais en parler très rapidement, puisqu'il a déjà évoqué fort les choses importantes. Les abeilles mellifères restent les principaux pollinisateurs. Maintenant, pour les plantes cultivées, et c'est discutable, je l'entends, ça fait 30%, mais ça dépend des études. Il y en a qui disent 80%, ça dépend des espèces qu'on prend. Je suis tout à fait d'accord. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on ne tient pas compte déjà, on ne tient pas compte des autres insectes, on tient compte que... Enfin, c'est vrai qu'il y a énormément d'études, mais les abeilles sont importantes, ça c'est clair. Ce qui est certain, développement très important d'autres pollinisateurs, conduits par des hommes, les bourdons, les osmies, les mégachilles, c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus d'importance dans le futur. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Un ensemble de pollinisateurs est essentiel pour assurer une pollinisation optimale. Donc, ce n'est pas notre abeille toute seule qui va pouvoir faire le job. Il faut différents pollinisateurs. Beaucoup de pollinisateurs sauvages risquent d'être malmenés par les extrêmes climatiques. Donc, tu as parlé de 80% de réduction de la masse. Les pollinisateurs sauvages font en partie... Donc, ces pollinisateurs sauvages qui, aujourd'hui, font super bien leur boulot, qu'est-ce qui en restera demain? Personne ne sait. Mais les abeilles, elles, on peut espérer qu'elles seront toujours là, parce que les apiculteurs sont derrière. Les besoins en pollinisateurs pourraient augmenter avec la diversification des cultures, parce que, quelque part, les agriculteurs doivent changer aussi leur culture. Et alors, est-ce que les cultures normalement, on annonce quand même une recrudescence des cultures plutôt mellifères, entomophiles. Maintenant, est-ce que les firmes qui vont se mettre les semences sur le marché ne vont pas chercher des plantes qui, justement, s'autopollinisent? Et donc là, c'est une tendance qui peut aller dans les deux sens. Alors là, ça vous montre simplement qu'en fonction des années, etc., les pollinisateurs qui arrivent à maturité en même temps que la pollinisation, que la fleur change. Ça, je crois que tu l'as très très bien présenté tout à l'heure. Mais ça montre aussi une carte qui montre que dans le futur, c'est pas évident parce que là, les zones où les plantes vont pouvoir produire des fruits ne sont pas les zones dans lesquelles où les pollinisateurs sont là aujourd'hui. Alors les pollinisateurs, on peut les bouger. Mais qui va s'amener, je ne sais pas, quand on parle de 900 espèces de pollinisateurs,
il y en a sûrement une dizaine ou une vingtaine qui vont pouvoir remonter, mais les autres, est-ce qu'ils vont remonter? Ce sont des questions qui peuvent se poser aujourd'hui. Et donc, quand on est face à des déficits de pollinisation comme ça, quelle sera la place des apiculteurs demain? Moi, il me semble, en tout cas, la pollinisation peut constituer une des ressources de base non fluctuantes dans les années. Donc, pour les professionnels, la pollinisation, ça va devenir, à mon avis, un point essentiel. Il ne faut pas travailler avec un pollinisateur unique, donc un apiculteur tout seul ne peut pas faire le job. Il doit s'unir avec d'autres personnes qui font de la pollinisation ou mettre en place des services pollinisation au niveau des gens qui ne font que ça, de la gestion de pollinisateurs, et qui mettent les gens ensemble. Ça n'existe pas vraiment aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, ce sont des pistes de futur. Et éventuellement, pourquoi les apiculteurs ne pourraient pas réapprendre un autre métier? C'est non seulement élever des abeilles, mais d'autres pollinisateurs. Comment est-ce qu'ils pourraient gérer ça? Donc ce sont toutes des pistes, des idées. Ce n'est pas scientifique du tout, ce sont des idées qui viennent comme ça. Mais je crois qu'ils sont... Là-dedans, il y a quand même toute une série de choses qui veulent dire, entre guillemets, clairement qu'il faut pouvoir changer, il faut s'adapter. Et on peut voir le changement climatique comme une opportunité. Nos abeilles sont essentielles, elles le seront, et le seront encore plus demain. Ça paraît évident, mais ça veut dire toute une série d'adaptations qui sont nécessaires, d'investissements qui sont nécessaires. Et il faudra faire ça en collaboration avec d'autres personnes et entre autres avec les agriculteurs. Je vous remercie pour votre attention. Je ne vous ai pas tué? Non. Une question? Oui. Vous avez parlé d'abeilles résilientes et je suis tout à fait d'accord avec ça et nous sommes tout à fait d'accord avec ça à la SCA puisque c'est plutôt ce qu'on essaye de faire. Mais on constate en France qu'il y a à peu près le même tonnage de sirop de nourrissement commercialisé que de miel produit. Oui. Et où sont les abeilles résilientes? Mais je vais vous dire, c'est quelque chose... Enfin, moi, je ne sais pas si vous... Sébastien Bonjour, vous connaissez? Non. C'est un apiculteur professionnel du Sud, donc de Drôme. Il a 1500 ruches, je crois. Et lui a travaillé, comme je vous ai plus ou moins expliqué, donc lui, il travaille sur des sélections sur 2 ans et il garde là-dedans, il ne gère pas les sémages. Donc, ce qui part, part. Et donc, il garde les bonnes productrices pendant 2 ans avec une gestion très, très, entre guillemets, laxiste. Il nourrit très peu. Il donne 6 à 7 kilos de nourrissement par an. Ses collègues dans son environnement sont entre 25 et 30 kilos de sirop de nourrissement. Et il dit, le problème, c'est qu'on sélectionne ce qu'on donne aux abeilles. Donc, si, d'office, si vous nourrissez peu et que la colonie, elle va pas se développer correctement, donc elle ne sera pas sélectionnée. Mais naturellement, si vous êtes tout le temps là en train de sauver vos abeilles, des abeilles sous perfusion, comme je dis, vous sélectionnez des abeilles qui ont besoin de nourrissement. Quelque part, on fait de la sélection à l'envers. Et ça, on ne s'en rend pas compte. À partir du moment où on aide des colonies qui, naturellement, ne devraient pas survivre, on fait de la sélection à l'envers. Ça, il faut en être conscient. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les abeilles, hein. Il ne faut pas les laisser crever. Ça, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais ne sélectionnez pas ces abeilles-là comme étant de bonnes abeilles. Même si c'est votre championne, si vous avez dû lui donner l'année précédente 25 ou 30 kilos de nourrissement, je suis désolé, ce n'est pas une bonne abeille. Non, mais voilà. Et c'est pour ça, on en arrive ici, on est de plus en plus à nourrir. On arrive à consommer plus de sirop de nourrissement que ce qu'on produit de miel. Non, ça ne va pas, quoi. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Pour moi c'est très, très clair. Personnellement, j'ai des colonies en zone de grande culture, en zone agricole. Je nourris jamais du 1er avril... Enfin, pour l'hivernage, je ne nourris jamais. Elle se débrouille toute seule, il n'y a aucun problème. Donc vous êtes déjà... Je dis pas donc tous les schémas sont bons. Hein. Moi, il n'y a pas je mets un du bon candy, et un mauvais. Mais... Je mets du candy l'hiver sur les ruches. Je crois que c'est important, c'est vraiment de travailler comme ça avec la logique des abeilles. Écoutez, regardez vos abeilles, comment est-ce qu'elles fonctionnent? Est-ce qu'elles servent de se débrouiller toutes seules ou pas? Plus vous devrez les aider. Si vous sélectionnez là-dedans, ça va s'intensifier de plus en plus. On génère ce qu'on veut. Hein. C'est une espèce de cercle infernal. Il m'est arrivé de supprimer des ruchers
ne se suffisaient pas eux-mêmes, et je les ai supprimés. J'ai été ailleurs. Prenez le miel et puis qu'ils y veillent, qu'ils se prennent. Je crois qu'il est temps qu'on conclue et qu'on se quitte, bons amis. J'espère que cette journée... D'abord, merci Étienne de nouveau.